Beidari avait été capturé vers l'âge de 11 ans ou 12 ans à la prise de Bouz, localité du cercle de Tougan dans l'actuel Burkina Faso. L'esclavage n'ayant pas encore été aboli à cette époque dans les colonies françaises, l'enfant fut donné en cadeau à un sous-officier indigène de l'armée française qui l'amena à Bandiagara et le vendit à un griot d'étal nommé Amfarba. Celui-ci l'affecta aux travaux domestiques de ses femmes. Le moins que l'on puisse dire est que le pauvre garçon n'était pas tombé dans un milieu charitable. De l'appel à la prière de l'aube jusqu'à une heure tardive de la soirée, parfois même jusqu'à minuit, il travaillait sans relâche, accomplissant des travaux supérieurs à ses forces. Il se nourrissait des restes de plats et de ce qu'il pouvait gratter dans le fond des marmites. Après 2 ans de cette vie de faim et de fatigue, marchant presque nu et couchant à même la terre, et à la saison sèche, les nuits sont extrêmement froides dans cette région, le malheureux n'avait plus que la peau sur les os. En marchant dans une eau stagnante, il avait attrapé le ver de Guinée, un parasite dont les larves s'accumulent dans le bas des jambes où elles attendent pour s'échapper à un nouveau contact avec l'eau. Ses pieds et ses chevilles avaient démesurément gonflé. Malgré son état, l'une des femmes d'Amfarba l'envoya un matin faire des achats au marché à 1 kilomètre de là sous un soleil de plomb. Les jambes gonflées et douloureuses, le garçon ne pouvait faire 20 pas sans chercher quelques rares coins d'ombre où rafraîchir ses pieds nus brûlés par la terre surchauffée. Ne le voyant point revenir à temps, la femme d'Amfarba alla se plaindre à son mari. Elle accusa le garçon de n'être qu'un paresseux, un désobéissant qui s'amusait sans doute à traîner en route. La colère s'empara d'Amfarba. Saisissant son fouet en peau d'hippopotame, il se précipita au-devant du jeune garçon qu'il croisa peu après. Son panier chargé sur la tête, Beidari avançait lentement, ruisselant de sueur, gémissant à chaque pas. « Espèce de téroflant, paresseux, désobéissant, vociféra Amfarba. Tiens, attrape ça pour te dégourdir un peu. » Et il se mit à fouetter à tour de bras le pauvre garçon qui, dans son effort pour courir, fit crever les enflures de ses jambes avant leur terme. Malgré le sang qui giclait des pieds de l'enfant, Amfarba continua de le cingler. C'est alors qu'Ampaté, qui revenait de la mosquée, apparut providentiellement au détour du chemin. Le garçon se précipita vers lui. « Oh, papa !» cria-t-il, « sauve-moi, sauve-moi, il va me tuer, il va me tuer !» Il se jeta dans les bras d'Ampaté jusqu'au moment où Amfarba allait lui asséner un coup qui l'aurait certainement assommé. Ampaté attrapa au vol la main d'Amfarba. « Espèce de brute !» s'exclama-t-il avec indignation. « N'as-tu pas un cœur? Traiterais-tu ton fils ou ton parent de la sorte? Ce gamin souffre comme toi. C'est un être humain. Il a un père et une mère quelque part dans ce monde. » Amfarba répliqua avec rage. « Eh bien, si tu as tant pitié de lui, rachète-le donc. » Ampaté le prit au mot. « D'accord, dis ton prix. 100 000 kauris, répondit Amfarba. Retirant de son doigt sa bague de cornaline, Ampaté la tendit à Amfarba. « Porte cette bague à Ousmane Djenonké et dis-lui de te donner de ma part 100 000 kauris. Il se chargera de me rapporter ma bague. » Puis, il ramassa le panier contenant le produit acheté par l'enfant et le tendit à Amfarba. « À toi de porter ça à ta femme, lui dit-il. Ce garçon n'est plus ton captif. » Ampaté amena le garçon chez lui. Dès qu'ils arrivèrent à la maison, il le baptisa Beidari, nom qui signifie augmentation au bénéfice avec le sens de bénédiction. Puis il le soigna. Quand l'enfant fut guéri, il l'habilla correctement. Beidari s'attendait à ce qu'on lui ordonne de faire certains travaux, mais à son grand étonnement, mon père lui dit simplement « Va jouer, va rejoindre les jeunes garçons de ton âge. »
À la vérité, Baïdari ne suivait pas toujours à la lettre cette recommandation, car il aimait plus que tout rester aux côtés de mon père. Il le suivait partout et n'allait jouer avec ses camarades que lorsque le travail de mon père était fini. C'est en ce temps-là qu'il se lia d'amitié avec un garçon de la famille royale, le jeune prince Koreshi Tal, et qu'il adhéra à son association de jeunes. Pour citer un exemple du comportement de mon père, avant d'acheter des vêtements neufs à Baïdari, comme il est d'usage de le faire à la veille des grandes fêtes musulmanes, il se renseignait d'abord pour savoir quelle serait la tenue du jeune prince. Quand il le savait, il achetait la même à Baïdari. Le vieil Alamodio, voyant qu'Ampaté traitait Baïdari comme un fils, décida de le considérer lui-même comme son petit-fils, et c'est ainsi que Baïdari apprit le métier de boucher qu'il exerça toute sa vie. Entre-temps, le roi Tidjani Tal s'était éteint. Son pouvoir, qui avait pris naissance en 1864, s'était maintenu dans tout le Massina jusqu'à sa mort en 1888. Au début de son règne, il avait procédé, on le sait, à des exécutions massives. Il avait déplacé des villages et des populations, installé toute une administration locale. Il eut à guerroyer longtemps contre des îlots de résistance, mais à la longue, les choses s'étaient relativement calmées. Et finalement, cet homme que l'on avait baptisé le casseur rebouteux fut peut-être l'un des chefs les plus valables qu'il ait régné dans la boucle du Niger. Autant il avait été implacable dans la conquête, autant, grâce à son sens aigu de la politique locale, il se montra un chef avisé de la gestion de son royaume. Un adage a encore cours au Massina. Lorsque Tidjani est arrivé, le peuple s'est écrié « Oh, nous sommes fichus, Tidjani est venu ». Mais à ses funérailles, c'est le même peuple qui pleura en disant « Nous sommes fichus, Tidjani est mort ». Ampaté n'était plus un tout jeune homme lorsqu'il épousa en premières noces l'une de ses cousines Baya. Leur union demeura stérile, c'était là une situation fâcheuse car tout le Fakala et le Pemaï attendaient des enfants d'Ampaté pour reverdir l'arbre des Hamsala. Les notables peuls du Fakala, réfugiés à Bandiagara, entreprirent de consulter marabouts et devins et voyants de toutes origines pour savoir si leur espoir serait exaucé. Les oracles furent unanimes. Baya ne porterait aucun fruit d'Ampaté, leurs génies procréateurs respectifs étant incompatibles. Ces prédications malheureuses influèrent sur l'humeur de Baya. Elle devint acariâtre, presque invivable. Elle ne pouvait plus souffrir personne autour d'elle. À peine pouvait-elle supporter son ombre. À la fin, elle alla trop loin. Un soir où Ampaté était absent, Balewaldiko, l'ami de toujours, se présenta chez Baya, accompagné de quelques camarades de leur association. Il demanda à dîner. Baya ne pouvait refuser, car c'était une coutume des membres de leur association que d'aller chaque soir dîner successivement les uns chez les autres. Les épouses y étaient accoutumées et de toute façon, dans les grandes familles africaines, il y avait toujours assez de nourriture pour accueillir des invités de dernières heures ou des étrangers de passage. Baya fit donc apporter un repas, mais en ne cessant de maugréer. Ah, comment il est fâcheux d'être l'épouse d'un vagabond qui oublie de rentrer chez lui aux heures des repas. Je ne suis ni une esclave ni une femme de basse extraction pour qu'un mari mal appris me traite d'une telle façon. Vraiment, j'en ai assez de ce Ampaté. Et soit intentionnellement, soit par réflexe involontaire, elle proféra une grossièreté à l'égard de la défunte mère d'Ampaté. À une époque où l'injure envers la mère était la plus grave des offenses et se réglait souvent à coups de lance ou de couteau, c'était là de sa part un grand écart de langage et d'autant plus choquant qu'il était proféré en présence des camarades de son mari. À la vérité, c'était un affront impardonnable.
Balewell, pour qui Hampâté lui-même ne faisait qu'un et qui se considérait comme son alter ego, s'indigna. Comment, Baya, tu oses insulter la mère d'Hampâté en ma présence? J'aurais préféré entendre de ta bouche une injure adressée à ma propre mère plutôt qu'à celle d'Hampâté. Ne t'avise pas de recommencer. Et si je recommençais, rétorqua-t-elle, le ciel tomberait-il sur la tête? Les montagnes en vomiraient-elles le contenu de leur estomac de feu? Ce ne serait rien de tout cela, répondit Balewell, mais la mort de ton mariage avec nous. Avec vous qui, fit Baya goguenarde? Avec nous, Hampâté et Balewell. Ricanante, Baya réitira son injure. Au comble de l'indignation, Balewell lui lança. Va-t'en de cette demeure, je te divorce. À cette parole, tous les amis d'Hampâté se levèrent comme un seul homme. Ils quittèrent la maison sans terminer leur repas, geste extrêmement grave en Afrique, où ne pas consommer la nourriture d'une femme est un signe de rejet et de rupture. Cela signifiait clairement « tous les amis d'Hampâté t'ont divorcé ». Baya entra dans une furie sans nom. Elle se précipita dans sa chambre, rassembla hâtivement tous ses vêtements et ustensiles domestiques en de gros paquets et les fit porter sous le hangar qui abritait l'entrée de la maison. Elle-même y étala une petite natte, y prit place et attendit le retour de son mari. Lorsqu'Hampâté, qui ignorait tout de l'incident, rentra chez lui, il trouva sa femme assise toute droite sous le hangar à côté de ses bagages, semblant attendre on ne savait quoi. Hampâté, on l'avait vu, n'était ni démonstratif ni loquace. Sans se départir de son calme habituel, ses amis disaient qu'il était calme et limpide comme de l'huile d'arachide. Il commença par saluer sa femme, puis il demanda « Pourquoi ces paquets? Que se passe-t-il » ?»« Il se passe que ton petit dieu d'ami Balewell Dicko m'a divorcé en ton nom et pour ton compte aussi. J'ai fait mes bagages et j'attends de ta part que tu me confirmes cette décision. » Si mon petit dieu d'ami Balewell Dicko t'a divorcé, répliqua tranquillement Hampâté, alors tu es bien divorcé. Et sans un mot de plus, il rentra dans la maison. Atterrée, Baya fondit en larmes. Elle demanda qu'on transporte ses bagages chez ses parents, ce qui fut fait dans la nuit, même par les soins des serviteurs d'Hampâté. Le lendemain, quand la nouvelle se propagea dans la ville, personne ne donna tort à Balewell et à Hampâté. Voilà qui est sans doute bien difficile à concevoir pour une mentalité moderne. Comment admettre qu'un ami puisse de son propre chef divorcer la femme de son ami et que ce dernier accepte la chose sans discuter? C'est que jadis, le véritable ami n'était pas un autre, il était nous-mêmes. Et sa parole était notre parole. L'amitié vraie primait la parenté, sauf en matière successorale. C'est pourquoi la tradition recommandait d'avoir beaucoup de camarades, mais pas trop, des vrais amis. Les parents avaient d'ailleurs le même privilège. Le frère, le père ou la mère pouvaient divorcer un homme en son absence et en général l'intéressé s'inclinait. On ne peut pas dire que c'était une coutume car le fait n'était pas extrêmement fréquent, mais s'il survenait, on l'acceptait car une telle décision n'était généralement pas prise à la légère. Dans le cas contraire, la communauté familiale ou villageoise s'y serait opposée.